Hello! Coucou, c'est Renou. Il fait meilleur qu'en Islande. On est rentré depuis longtemps. Et on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler du voyage un peu et de toutes les questions qui nous ont été posées. Donc, autant qu'on commence directement avec la première partie, la préparation du voyage. Donc dans cette première partie, on va parler de toute la préparation du voyage, donc les réservations, l'itinéraire, les cartes, le budget. Comment on a préparé ce voyage? Déjà la première chose à faire, c'est de réserver le ferry. Bientôt. Ouais, parce que les places partent assez vite. Et il faut réserver, je crois qu'on a réservé en janvier, un truc comme ça pour départ en juillet. Et je crois que c'était déjà pas mal pris. C'était déjà pas mal pris, ouais. Je crois que les résas ils ouvrent au mois de novembre, quelque chose comme ça. Et en gros, février, je crois qu'il y a déjà plus trop de place quoi, pour les dates les plus populaires. Et donc, aussi, c'est forcément le plus gros poste de dépense de ce voyage. Donc, le fait de le réserver en premier. Au moins, tu sais déjà ce qui t'attend et quel budget tu dois prévoir. Petit tips, si tu veux réserver 2 motos en même temps, c'était pas possible en ligne. Donc on avait envoyé un mail directement à la compagnie, en fait, qui font une réservation par mail. Ah ouais? Oui. Tu t'en es pas occupé? Non. Et ensuite, tu peux réserver aussi des repas sur le bateau, ce qu'on n'a pas fait. Mais en gros, tu as 3 restos sur le bateau, tu as un resto un peu chic. Ouais, on n'est pas allé. Tu as un resto à buffet à volonté, où on n'est pas allé non plus. Qui avait l'air bien, mais voilà. Ouais. Et tu as une cafette, en gros, où tout le monde va, où tu peux manger Ouais, ça va, tu manges bien. un peu de tout. Tu as des plats du jour, tu as des burgers, des pizzas, des salades, enfin tu as pas mal de trucs. Et donc les 2 premiers sont assez chers, donc c'est pour ça que tout le monde mange à la cafette. Du coup, pourquoi on n'a pas réservé les repas? Parce qu'en fait, déjà à la cafette... à la cafette, tu viens quand t'as envie de manger, quoi. Ouais. Même s'il y a des heures d'ouverture, mais... Ouais, puis surtout, en fait, les repas, je me souviens que dans la réservation, c'était genre le plat du jour que tu réservais. Alors que si tu vas sur place, tu peux manger oui, il y a un buffet. Pizza, burger, buffet de salade et tout. En fait, si tu réserves les repas à l'avance, tu vas un peu manger tout la même chose. Ouais, il n'y a pas trop d'intérêt. Et puis en plus, si t'es malade, t'as payé pour rien. Donc, et en plus, c'est le même prix que tu réserves à l'avance ou pas, donc en fait, ça n'a pas grand intérêt. Autant pas manger si t'es malade. Ouais. Je crois que t'as sauté quelques repas, non? À l'aller. Ouais. On a vu quelques gens qui se faisaient à manger sur le pont du bateau, avec réchaud et tout. Oui, tu peux si t'as envie, quoi. Voilà. Nous, on savait qu'on avait déjà fait un réchaud pendant 15 jours après, donc préféré manger au resto. Ouais. Et sinon, c'était juste emmener le premier pique-nique, je crois, et les petits déj. Voilà. A noter que tous les prix sont affichés en couronne danoise, vu que la compagnie est danoise. Mais de toute façon, tu payes tout en carte, donc ça change pas grand chose. Juste que c'est cher, quoi. Ouais. Du coup, en parlant du Danemark, on peut introduire la première question YouTube. Attention. Attention. Du coup, la première question qui est: le ferry le plus intéressant est-il celui du Danemark? Eh ben... c'est pas que c'est le plus intéressant, c'est que t'as pas le choix. Voilà, c'est le seul. D'ailleurs, c'est une question Facebook, je viens de voir. En fait, c'est le seul. Donc, avant, il y avait un ferry, apparemment, qui partait depuis l'Écosse. Donc, qui devait être cool parce que la distance est plus courte. Mais il a été arrêté depuis plusieurs années, donc il n'y a pas le choix. Et puis, on avait regardé l'option pour louer une moto directement en Islande, comme on l'a fait au Pérou. Pas du tout le même budget qu'au Pérou. C'était plus intéressant de prendre le ferry. En gros, les seules motos que j'avais trouvé à louer, c'était des GS, à minimum 300 € la journée, pour une 800 GS. Donc, x2, x14 jours, ça fait très cher. Ouais.
Et donc, une fois qu'on a eu réservé le ferry, qu'on était sûr qu'on partait, on s'est créé notre itinéraire en fonction de ce qu'on voulait voir, des pistes qu'on voulait faire. Avec des cartes. Et ça, on y reviendra juste après les cartes. Suspense. Et donc, une fois l'itinéraire créé, vient le moment où tu décides où est-ce que tu vas dormir. Donc là, il y a deux solutions. C'est camping, si t'es pauvre, on va dire. Et si t'es riche, c'est hôtel Airbnb. Je dis vraiment si t'es riche parce que c'est cher. Ouais, si tu fais ça tout le long de ton voyage, oui, c'est cher. Nous, on s'est dit qu'on allait faire un peu des deux. Principalement camping et puis idéalement dormir à l'intérieur au chaud quand la météo était pas bonne. Sauf que en Islande il y a très peu de logements et c'est un peu compliqué de partir à l'improviste entre guillemets sans rien réserver. Donc on a tout réservé à l'avance, enfin tout ce qu'on pouvait en tout cas, parce qu'il y a quand même des jours où on n'avait rien réservé. Et on a fait en sorte de prendre tout annulable au dernier moment. Et en gros, s'il faisait beau, c'était camping, et s'il faisait pas beau, on avait une solution de secours. Quoi. Ouais. Sauf que, manque de bol, premier jour, on arrive, il fait pas beau. Et oui, le premier jour, on avait rien. Mais surtout, on a changé le sens de l'itinéraire. Ah oui. Et comme on a changé le sens de l'itinéraire, on a annulé tous les logements qu'on avait réservés. Et on est parti de zéro. Donc là, du coup, ça nous a coûté un peu plus cher que prévu, parce que déjà, je crois qu'on a fait un peu plus de nuits que prévu. À l'hôtel, oui. L'hôtel et Airbnb, parce que tu as été malade au début, et puis moi, j'ai été un jour malade sur la fin aussi. Ouais. Donc là, ça nous a coûté un peu plus cher. Mais bon, au final, je pense que la stratégie qu'on avait de base, c'était la bonne. Mais faut s'en tenir à ton itinéraire. Quoi. Ouais. Si tu veux pas te retrouver à faire que du camping, oui, il vaut mieux réserver les logements avant. Quoi. Bon, du coup, on regrette pas le choix parce que ça nous a permis quand même d'aller voir le volcan en éruption. Et puis on a une meilleure météo que si on avait fait l'itinéraire dans le sens prévu. Ah oui, c'est sûr. On aurait moins apprécié l'itinéraire initial. Quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on s'est fait douiller un peu sur certains tarifs comme on a réservé au dernier moment. Ouais. Mais bon, puis on s'est fait aussi, par exemple à Asgja, comme c'est un lieu qui est très connu, on va dire, quand on est arrivé, le refuge était complet. Donc là, on s'est fait un peu avoir. On a dormi en camping du coup et on a fini très froid. Et du coup, ça nous amène à une autre question Facebook. Avais-tu réservé le gîte au milieu des pistes, épisode 8? Est-ce payant? Donc c'est épisode 8, c'est Gverfjol. Ah oui. Donc en fait on l'a réservé juste la veille, ou le matin même, je crois le matin même, on a appelé depuis Asgja, comme on s'est rendu compte que c'était encore complet la nuit suivante. Et oui, c'est payant, et c'est pas donné. Ouais. C'était, de mémoire, celui-là, 75 € par personne. En dortoir, donc pas un grand confort non plus. Confortable, mais pas intime, quoi. Ouais. Pas un Airbnb, quoi. Ouais. Après, on avait le dortoir pour nous tout seuls. Oui, c'est vrai. C'est mieux que dehors, on va dire. Ouais, surtout par ces températures. Cette nuit-là, il avait gelé, donc t'es bien content d'être dedans. Donc, maintenant, on peut en venir au nerf de la guerre, le budget. On a commencé à en parler un petit peu déjà, parce qu'on a eu quelques questions dessus, notamment une sur YouTube. Donc, sujet sensible, entre guillemets. Mais oui, l'Islande, c'est cher, de toute façon. C'est cher, mais à toi de t'organiser pour que ça soit le moins possible, quoi. Voilà, c'est ça. Donc déjà, si tu pars à plusieurs, il y a moyen de diviser un peu les coûts, notamment la cabine du bateau, et après les logements, quoi. Ouais. Si tu prends Airbnb ou quoi. Après, il y a la motivation qui rentre en compte aussi. En gros, si tu dors en camping tout le long, ça coûtera forcément moins cher. Faut être motivé. Faut avoir de la chance avec la météo aussi, mais tu peux faire du 100% camping.
Ouais. Donc ouais, c'est un budget qui se prévoit. On a fait un peu le budget, forcément avant de partir, pour savoir à peu près combien ça allait nous coûter. Après, on fait jamais, quand on revient de voyage, on fait jamais les comptes pour savoir combien ça nous a coûté vraiment, parce qu'on sait toujours que ça nous coûte plus cher que ce qu'on a prévu. Oui, et puis flemme, c'est passé, donc ça va. Et puis flemme, mais je pense qu'on était aux alentours des 6 000 € à peu près pour 2 semaines sur place. Donc tout ça, ça comprend la traversée en ferry, et je crois qu'on est aux alentours de 2 500 € rien que pour ça. Pour deux, ouais. Pour deux, ouais. Le trajet jusqu'au nord du Danemark, le carburant sur place, les logements, les campings, et puis la vie sur place, entre guillemets. Oui, parce qu'elle est plus chère qu'en France. C'est plus cher qu'en France, mais après on n'a pas fait non plus de sorties, on a fait quelques restos, beaucoup de hot dogs. Ouais. Et bon, les courses, de toute façon, même si on était resté 3 semaines en France, on aurait mangé aussi. Oui, mais après tu manges pour plus cher. Ouais. Ça... Disons que d'habitude, les courses, c'est pas un truc qu'on compte dans notre budget voyage, mais quand tu vas en Islande, ça se compte. À 4 balles la courgette. Et bien sûr, dans le budget, ça comprend pas tout ce qu'on a pu acheter pour se préparer en termes de matériel pour les motos, camping. Oui, puisqu'on s'en resserre maintenant. Donc voilà, maintenant on peut parler d'un sujet qui suscite pas mal d'intérêt, c'est l'itinéraire. Pas mal de questions là-dessus. C'est peut-être moi qui ai parlé le plus, parce que c'est moi qui ai fait l'itinéraire. Ouais. Du coup, question YouTube, les itinéraires tracés séparément à l'avance pour choisir au dernier moment ou tracer sur place le soir pour le lendemain. Bah, tu peux faire les deux. Alors, pour notre cas en tout cas, on a fait un peu des deux, mais grosso modo c'était quand même tout tracé à l'avance, même si du coup on a modifié certaines étapes. Mais par exemple, sur les 14 jours qu'on avait sur place, j'avais programmé que 11 étapes. Ça nous laisse durable volontairement si jamais il y avait un problème avec une moto ou quoi. Et aussi, du coup, on n'a pas eu de problème, donc tant mieux. Et du coup, ça nous a permis d'improviser un peu en fonction des envies. Et notamment d'aller voir le volcan. Ouais. Et ça nous a pris 2 jours, ça, qui n'était pas prévu sur l'itinéraire. Donc c'était cool, c'est bien d'avoir un itinéraire tracé, moi je trouve, parce que quand on est parti dans les Bardenas et qu'en final on a bifurqué sur la Transpyrénéenne, j'ai fait l'itinéraire au jour le jour chaque soir du coup, et là c'est très chiant, parce que tu passes tes soirées à faire ça. Donc c'est bien de se laisser un peu de souplesse, mais c'est bien d'avoir quand même un truc de tracé, comme ça tu réfléchis pas, quoi. Et tu profites. Moi je suis plutôt de l'école où tout est planifié. Mais où il y a un peu de souplesse pour faire ce qu'on veut, quoi. On a passé plus de jours à certains endroits que prévu. Donc voilà, globalement l'itinéraire, il était bien. Ouais. On n'a pas eu de surprise en tout cas. On n'a jamais fait demi-tour parce qu'on était bloqué par un gué ou par... Oui, c'est aussi parce que c'est bien répertorié en Islande quand même. Voilà, tu trouves facilement des infos et des infos précises, vu que c'est quand même assez touristique, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé en Islande avant nous. Et donc ouais, là-dessus c'était une bonne réussite. Merci Vincent. Par contre, ce qui a moins été une réussite, ce qui a moins été une réussite, c'est ça. Mon petit roadbook papier. Bah si, mais c'est que t'as pas pu t'en servir. Bah ouais, donc du coup c'est pas trop une réussite parce que je me suis fait mon petit kiff, j'ai passé du temps à le faire, et puis comme on a inversé le sens de l'itinéraire, j'ai pas pu m'en sortir. Oui, mais quand le seul jour où tu t'en es servi, ça a marché. Ça a marché, je m'en suis servi un jour. Du coup un peu déçu quand même. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on y retourne, parce que du coup j'ai un roadbook tout prêt à tester. Ouais. Donc si jamais tu prévois de partir en Islande et que tu veux te faire un petit kiff aussi, je peux te prêter mon roadbook papier et comme ça tu le testes. Il est tout neuf. Tu me dis s'il est bon. Comme ça je le saurai. Et donc du coup pour... ça, c'est une traversée de ville. Non, c'est un pont ça.
Et ça, c'est un demi-pont. Non, ça veut dire qu'il y a une intersection. Et que tu vas tout droit. Ok, donc ça c'est une intersection avec un pont. Ouais. Ça c'est une intersection et tu tournes à droite. Ça c'est le numéro de piste. Ouais. Et du coup, je vous en avais parlé pendant la vidéo. Donc pour créer l'itinéraire, j'ai utilisé des cartes que je vais vous présenter. Je vous l'avais promis, elles sont là. Donc la première carte, c'est la carte International Photographer. Donc là, on est sur une carte touristique qui va pas te servir à te guider sur place, mais qui va te permettre de visualiser en gros tout ce que tu peux voir en Islande, tout ce qui est intéressant à voir, tout ce qui est photographique en fait, photogénique. Elle est trop stylée comme carte. Donc elle est stylée, je te la montrerai un peu mieux en détail. Et en gros, ça te permet de choisir les endroits les mieux. Ça répertorie par tous lequel les passer. sites à visiter, quoi. Ouais. Et aussi bien des sites qui sont très connus que d'autres qui sont pas forcément connus et qui peuvent être du coup sur ton trajet. Ça fait des petits arrêts sympas à voir. Donc voilà pour la première carte. Je mettrai les liens évidemment en description. Sans code promo, parce que j'ai pas de code promo. Et la Je sais deuxième plus combien carte. elle coûtait. Je crois que coûtait un peu cher. Je sais pas si c'est écrit. Je sais plus, ouais, peut-être une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais Je vraiment, crois plus, hein. vraiment très utile. Mais oui, elle est bien. Mais surtout elle existe pour de nombreux pays, je crois. Il y a les îles Féroé, l'Écosse de mémoire. Peut-être la Norvège aussi, je sais plus. La deuxième carte, là, on est sur une carte routière, C'est un bouquin, machin. un bouquin. Donc c'est une carte au 1/400 millième. En gros, c'est la carte routière la plus détaillée qui existe et qui est possible de trouver. Et bien plus détaillée que Google Maps ou au moins aussi bien détaillée que Osmand. Ouais. Mais du coup, ça te permet d'avoir un truc vraiment sur papier où tu peux tracer un peu ton itinéraire. C'est bien de l'emmener aussi sur place parce que si t'es en galère, Si t'es perdu. Si t'es perdu ou si tu veux faire demi-tour parce que t'arrives pas à passer un gué ou quoi, ça peut te permettre de trouver aussi un autre chemin. Il y a Et, tous les gîtes et tout détaillé, les campings. Ouais, t'as pas mal de points d'intérêt aussi. T'as toutes les rivières hein, qui sont, même petites Ouais, qu'elles soient. T'as des rivières, t'as les gués qui sont notés aussi. Les principaux gués, mais ceux-là ils sont pas classifiés, on va dire. Bon, on en reparlera après des gués. Et surtout, t'as vraiment plein de pistes qui sont notées, y compris des pistes secrètes, entre guillemets, comme celle qu'on a fait le jour 3. Donc des pistes qui sont pas numérotées, c'est des chemins de traverse un peu, quoi, et tu les as sur cette carte. Donc ça te permet aussi de passer par des endroits qui sont un peu plus sauvages, un peu plus aventureux, quoi. Et du coup, ça nous amène à une question. J'aimerais beaucoup faire cette petite piste transversale. Tu pourrais m'indiquer où la trouver. Donc ça c'est épisode 2, 3, non épisode 3 je crois. Donc celle qui était bien, mais avec la grosse montée à la fin. Voilà, piste pas difficile sauf les 5 derniers kilomètres. Et elle part de... Je mettrai une petite incrustation sur le côté de l'écran. Ce sera plus pratique. Elle parle de... J'ai juste envie de dire le nom parce qu'il est drôle. Kirkjubæli Klaustur. Kirkjubæli Klaustur. Voilà, Klaustur quoi. Bon bref, je vous mettrai l'endroit plus détaillé. Et ensuite, il y avait une carte des gués qui était bien utile. Donc celle-là, je vais te l'afficher à l'écran parce que c'est une carte que tu trouves que sur internet. Et limite c'est la plus importante, en plus ça tombe bien, elle est gratuite. Pour la trouver, tu tapes juste carte gay Islande dans Google et tu tombes dessus direct, même si je te mettrai un petit lien. Et à la base, c'est une carte qui est destinée pour le vélo. Mais ce qui est bien du coup, c'est que tous les principaux gays sont indiqués sur la carte et ils sont classés vert, bleu, rouge et noir comme les pistes de ski. Et du coup, c'est très pratique pour créer son itinéraire. En gros, un gué vert, y a aucune... Easy, voilà. c'est une flaque. C'est une flaque d'eau limite, ça passe à fond. Gué bleu,
Ouais, un peu plus d'eau, on va dire. Peu difficile quand même. Alors ils disent entre 30 et 40 cm de profondeur. Donc, à la limite, un petit arrêt pour aller repérer la bonne trajectoire. Ça dépend s'il a plu, à quelle saison. Enfin, tu vas l'été, mais bon, ça dépend de la météo, quoi. Voilà, mais en gros, un gué bleu, normalement, tu prends ton temps, mais ça passe. Et puis le sol est bien au fond. Aussi. Voilà. Ensuite, gué rouge, là, ça peut te poser des difficultés. Donc, ils annoncent profondeur environ de 50 cm. Ça, c'est pareil, hein. Ça dépend aussi du moment de la journée. Parce que l'après-midi, il y a plus d'eau, généralement que le matin. Les jours où il fait chaud, les glaciers fondent plus. Et il y a plus d'eau l'après-midi que le matin. C'est vrai que ça, on l'a vraiment vu. Ouais. Parce qu'on est tellement proche des glaciers que... Surtout quand on a traversé les Highlands un peu. Ouais. Et souvent... Ça se retrouve directement dans les gués. Ouais. Et comme souvent on traînait le matin, en fait on les passait tout le temps l'après-midi des gués. Et du coup, un gué rouge, il peut aussi y avoir du courant, donc ça peut être plus compliqué. Grosso modo, il y a moyen que tu aies de l'eau jusqu'au genou sur un gué rouge. Ouais, il faut aller sonder, sondage obligatoire. Donc là, ouais, obligatoire d'aller te mouiller les pieds, sauf si t'as une technique bien particulière, on en parlera après. Et ensuite, t'as les gués noirs, alors là, n'y touche même pas. Là, donc ils disent ne pas s'engager sans expérience et véhicule adapté, profondeur estimée entre 60 cm et 1 mètre. Donc clairement en moto, t'oublies direct. Ouais, mais on n'en a pas vu, hein. On n'en a pas vu parce qu'on les a... Alors déjà sur les pistes principales, il n'y en a pas, effectivement, ou alors il y a des ponts sur vraiment les grosses rivières. Et il y en a quelques-uns des gués noirs sur cette carte, hein, mais on les a évités. On les a évités directement en créant l'itinéraire, quoi. Oui. Comme ça on s'évite des emmerdes. Et ouais, je pense qu'il vaut mieux éviter de jouer avec ça.